Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session digitale avec les Microsoft Experience Lab. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'animer cette session avec notre partenaire Medsys autour de la thématique comment adopter ensemble les gestes barrières liés à la cybersécurité cloud au sein de vos organisations. Cette session sera animée par Clément Bonnet, consultant cybersécurité et MVP Azure chez Medsys. Pour ma part, je me présente, je suis Fabien Balny et j'ai le plaisir d'animer les Microsoft Experience Lab de Bordeaux et de Toulouse. Aujourd'hui, nous mettrons en avant celui de Toulouse, notamment avec la présence de Medsys sur cette belle ville, mais également présent sur Bordeaux. Je serai votre modérateur durant votre session. Nous vous invitons à soumettre toutes vos questions via le volet questions-réponses et elles seront abordées et traitées en fin de webinaire. On va passer maintenant sur quelques mots d'introduction pour vous présenter les Microsoft Experience Lab. Comme vous le savez, Microsoft s'est donné pour mission d'accompagner chaque individu et leur donner les moyens de réaliser leurs ambitions, mais également de permettre à chacune de vos organisations d'être la plus productive, quelle que soit votre taille, votre métier, et donc d'avoir un impact positif. Cette philosophie, elle s'articule autour de 5 valeurs majeures que je vais très rapidement vous lister. La première, l'innovation. La seconde, l'intelligence artificielle, le cloud de confiance qui sera également abordé donc par Clément tout à l'heure, notamment lié à la cybersécurité cloud, et ensuite des valeurs plus sociétales telles que la diversité et l'inclusion, et enfin la responsabilité sociale. En France, cette approche, elle s'est traduite par une volonté d'un renforcement de notre ancrage régional pour être au plus près de tous les acteurs et actrices locaux et être ainsi au cœur des innovations et des investissements. Vous avez actuellement à l'écran la répartition de ces 3 grandes régions donc, qui sont pilotées par 3 directeurs de région et qui vont s'appuyer sur des plateformes que sont les Microsoft Experience Lab qui ont pour objectif de réinventer notre présence en région. Les Microsoft Experience Lab vont s'articuler autour de 3 axes majeurs. Donc, vous allez le voir sur le slide qui va suivre. Ces 3 axes majeurs, je vais très rapidement vous les présenter. Le premier, ce sont des espaces d'idéation. Ils ont pour objectif d'être des espaces dédiés aux échanges et à la réflexion autour des perspectives liées à la transformation numérique de vos organisations. Le second, l'accessibilité. La révolution numérique que connaît notre société, et encore plus pendant cette période que nous avons connue et que nous continuons de connaître malgré le fait que nous ayons recouvert nos libertés, les labs doivent être un espace de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Enfin, l'inclusion par la mise en place d'initiatives citoyennes et solidaires telles que l'école IA Microsoft, qui est une initiative commune avec Simplon qui a pour objectif d'accompagner la reconversion et la certification de futurs experts et expertes autour de l'intelligence artificielle et de la data. Vous voyez actuellement à l'écran l'emplacement sur notre belle région sud-ouest des Microsoft Experience Lab, donc sur les 2 métropoles de Bordeaux et de Toulouse, mais également les différentes écoles IA qui ont pu être lancées sur ces régions, à savoir au nombre de 4, Bordeaux-Biarritz pour la région Nouvelle-Aquitaine et Toulouse et Castelnau-le-Lez pour la région Occitanie. Nous avons le plaisir également d'avoir le soutien de nos partenaires, dont Medsys, qui va accompagner la reconversion. Le Microsoft Experience Lab a pour objectif, comme vous le voyez actuellement à l'écran, d'être une plateforme pour engager les principaux acteurs économiques de la région Occitanie et de les accompagner sur la transformation numérique et sur l'intelligence artificielle. Vous pourrez y rencontrer vos partenaires, mais également les experts Microsoft, bénéficier et organiser de sessions d'idéation pour acculturer vos collaborateurs autour de toutes les grandes thématiques actuelles, dont la cybersécurité. Vous pourrez également organiser des formations animées par les équipes Microsoft, mais également par vos partenaires, dont Medsys. Et vous pourrez bien entendu bénéficier d'interactions avec des acteurs locaux, tel qu'il est indiqué actuellement à l'écran. Les Microsoft Experience Lab aujourd'hui sont ouverts sur 3 métropoles, Nantes, Bordeaux et Toulouse. À partir du 8 juillet, nous aurons le plaisir de pouvoir accueillir des personnes et tous les acteurs économiques, politiques et du numérique sur la région PACA et notamment sur la ville de Marseille, puisque nous avons le plaisir de lancer et d'inaugurer le lab de Marseille au cœur de la CCI en partenariat avec Reality. Et à la rentrée prochaine, nous aurons le plaisir de pouvoir accueillir enfin les Lyonnais au sein du Microsoft Experience Lab de Lyon. Comme vous le savez, le contexte nous pousse à nous réinventer et à réinventer notre quotidien. Nous avons eu le plaisir durant toute cette année, puisque comme vous le savez, Microsoft termine son exercice et son année fiscale
demain d'animer toutes ces sessions. Je remercie également les équipes Med6 de nous avoir accompagnés et d'avoir accompagné Microsoft Experience Lab durant toute cette année. Nous aurons le plaisir dans quelques temps de pouvoir vous accueillir à nouveau en présentiel, dans les limites, bien entendu, dans les limites de la contingence sanitaire, comme vous vous en doutez, et toujours dans le cadre de vous permettre de bénéficier du savoir-faire de nos partenaires. Si vous souhaitez connaître les agendas, un site web, lab.microsoft.fr. Vous pouvez également nous adresser un mail selon la ville qui vous concerne, comme vous le voyez actuellement à l'écran, mslab suivi du numéro de département @microsoft.com. Et puis bien entendu, si vous avez toute question ou tout projet, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page aka.ms/vos projets numériques. Je vais maintenant laisser la parole à Claire qui va vous présenter, bien entendu, Med6, les compétences de notre partenaire. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente session à toutes et à tous. Claire, je te laisse la parole. Merci Fabien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Claire Savigny, je suis chargée de communication et de marketing chez Med6. Je vais vous présenter très rapidement Med6 et ce qu'on fait. Donc Med6, on est une entreprise de services du numérique qui est experte sur les solutions Microsoft. L'entreprise a été créée en 2011, donc on fête cette année nos 10 ans, on va souffler nos 10e bougies. Med6, c'est une grande croissance sur 10 ans, beaucoup de clients, on a maintenant 10 agences partout en France pour avoir plus de proximité. On a plus de 300 experts partout en France, ils sont répartis sur nos différentes agences. On a 2 centres de services pour tout ce qui est services managés qui sont pour le moment à Paris et à Tours. On est partenaire avec Microsoft, on est partenaire Gold depuis maintenant très longtemps. On a 16 domaines de compétences Gold et Silver, on en a 14 Gold et 2 Silver. On est titulaire de 3 spécialisations avancées Microsoft et on espère bientôt beaucoup d'autres. On a des experts reconnus et visibles partout en France, on a des MVP, on a des Regional Directors, on a des MCT, mais aussi des speakers, des auteurs, des influenceurs. On a beaucoup de gens qui écrivent, qui animent des sessions, qui participent à des événements Microsoft. Et bien sûr, on est spécialiste Microsoft sur leurs 3 clouds et également sur toutes leurs technos, toutes les technos et Microsoft existantes à l'heure actuelle. Chez Med6, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'audit, conseil, intégration. On fait quoi comme chose? On fait du business platform, on fait de la digital intelligence, tout ce qui est IA, du modern workplace, donc installation de poste de travail, de l'infrastructure services et ce qui nous intéresse surtout pour cette session, la cybersécurité que Clément va présenter. Donc Clément, je vais te laisser la main et je vous souhaite à tous une très bonne session. N'hésitez pas à poser vos questions tout le long de l'événement. Vous avez une petite icône avec un petit point d'interrogation pour afficher les questions-réponses et n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra en fin de webinaire. Merci à tous et très bonne session. Bien, merci Claire et merci Fabien pour ces introductions. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clément Bonnet, consultant en cybersécurité chez Med6 et MVP, intégré au programme MVP de Microsoft sur la partie Azure et essentiellement sur les solutions de cybersécurité que propose Microsoft. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir dans un premier temps, en guise d'introduction assez rapidement, nous allons nous intéresser à quelques tendances au niveau de la cybersécurité, en reprenant un petit peu le contexte sanitaire et comment cela a impacté d'une part le travail de manière générale et d'autre part la cybersécurité. Ensuite, nous verrons comment remédier aux risques actuels de la cybersécurité par des solutions. Et nous fera une petite partie, même une majeure partie démonstration de ces solutions-là. Donc ce ne sera pas pour les parties 2 et 3 séquentielles. En réalité, je vais parler d'une solution de manière entre guillemets un petit peu théorique et on verra directement par la suite comment cette solution s'implémente et comment est-ce qu'on peut la configurer dans les solutions Microsoft. Donc restez à l'écoute puisque la démonstration va arriver assez rapidement. Donc pour commencer, on a cette première statistique qui est assez intéressante, qui a été publiée par le Cyber Edge Group en 2021, qui nous dit que entre 2020 et 2021, on a fait un saut de 5% sur la statistique qui dit que les entreprises ont souffert de au moins une attaque successful, donc une attaque réussie en 2021. Donc 86% des entreprises en 2021 ont subi une attaque qui a réussi, qui a eu un impact réel sur l'organisation. Donc cette étude a été menée sur environ
200 entreprises de toute taille aux États-Unis. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez représentatif qu'on a vu notamment dans la presse au cours de l'année 2020 et 2021. C'est très simplement représenté ici. On voit déjà qu'en 2019, du passage de l'année 2019 à 2020, on a eu une augmentation plus forte que les années précédentes, où on avait même une diminution sur l'année 2017-2018. Et on voit qu'on fait un saut sur l'année 2021 avec une émergence plus forte des menaces de cybersécurité. Donc ça se représente notamment pour le Covid avec ce graphique qui mesure les détections d'un programme malveillant qu'on appelle Ave Maria. Donc ça, ce sont des données qui sont publiées par Malwarebytes. Et on voit qu'en fait, comme vous avez très certainement vu dans la presse, le Covid, la crise sanitaire, a été l'opportunité pour les cybermenaces de mettre en place de nouvelles attaques et surtout de manière à grande échelle, beaucoup plus intense. Et donc aujourd'hui, c'est une statistique qui mesure l'impact durant la période du Covid, mais ce sont des choses qui sont encore d'actualité. Concernant le travail, donc on a WFH ici, Work from Home, donc le télétravail. Ce simple graphique nous montre une statistique très importante, à savoir 70% des entreprises, donc la part violette que l'on voit ici, ont bougé au moins 61% de leur force de travail vers le télétravail. Donc ça veut dire que si vous prenez une entreprise de cette étude-là, donc toujours menée sur les 200 entreprises américaines, parmi toutes ces entreprises, 70% ont bougé leur force de travail vers des pratiques de télétravail. Donc c'est quand même une statistique qui est très importante. Et liée à cette statistique, on a également le fait que, à cause de cette mouvance vers le télétravail, on a de plus en plus de risques au niveau des individus qui travaillent dans l'entreprise, au niveau des collaborateurs, puisque environ un petit peu plus de 20% des entreprises interrogées affirment qu'elles ont dû faire face à des attaques à cause justement de cette mouvance vers le télétravail, à cause de collaborateurs en télétravail. Donc l'objectif, bien sûr, n'est pas de jeter la pierre sur les collaborateurs, hein, puisque c'est la responsabilité de l'entreprise de fournir les moyens à chacun de se défendre contre les menaces. Mais c'est intéressant de voir que cette tendance a effectivement un impact sur la cybersécurité. Donc ici, concernant l'étude de Malwarebytes, en fait, on a plusieurs craintes de la part de ces entreprises concernant le télétravail de manière générale, pas forcément la cybersécurité. Et ce qu'on va retrouver qui va nous intéresser dans notre contexte, c'est ce premier encadré rouge qui nous dit qu'il est difficile pour ces entreprises, dans le contexte du work from home, de mettre à disposition des logiciels et outils de manière à permettre aux employés d'avoir une continuité dans leur travail qui soit assez fluide et pour ne pas avoir une baisse d'activité. Et en parallèle, le second encadré nous dit que nous avons du mal ou une crainte face à la variété des outils de cybersécurité qui se trouvent sur le marché, auxquels choisir, comment les mettre en œuvre. Et donc forcément, lorsqu'on met de nouveaux outils à disposition des collaborateurs, ça introduit également un nouveau risque qui doit être couvert par ces solutions de sécurité. Donc maintenant, la même donnée, mais cette fois-ci focalisée sur la cybersécurité, pas seulement sur la tendance à faire du télétravail. Et on a plusieurs choses ici qui nous intéressent. Donc dans le premier encadré rouge, nous avons une difficulté à manager les nouveaux appareils en utilisant des ressources à distance, manager ces nouveaux appareils à distance. Bien sûr, comme on l'a vu avec la statistique durant le Covid, avec l'augmentation que l'on a vue sur le programme malveillant Ave Maria, on a une augmentation du risque d'attaque par ransomware. De la même manière, on a une augmentation du risque d'attaque par malware de manière générale. Quelque chose de très important ici, avec ces 45% en vert, les appareils sont bien entendu plus exposés à la maison ou depuis le lieu de télétravail, puisque contrairement à ce que l'on pouvait avoir dans un contexte on-premise, dans un contexte dans les locaux de l'entreprise, cette fois-ci,
toutes les protections qui pouvaient être mises en place au niveau réseau n'existent plus, puisque la seule frontière entre l'appareil de l'utilisateur et Internet, c'est sa box, donc fournie par son fournisseur d'accès Internet, ou bien les diverses solutions de sécurité qui peuvent être installées sur la machine, et c'est ce dont nous allons discuter un petit peu plus tard. Et pour finir, on a cette dernière statistique qui nous dit que on a une crainte de voir émerger l'utilisation d'applications non autorisées, aussi connues sous le nom de Shadow IT, donc des technologies de l'ombre, puisqu'en fait ce sont des applications ou des logiciels qui sont utilisés par les collaborateurs, mais non approuvés par l'entreprise. Et la question est de savoir comment est-ce que l'entreprise peut avoir une maîtrise sur ces outils-là, puisque ces derniers peuvent bien entendu introduire un risque conséquent au niveau de la sécurité. Donc globalement, vous trouverez facilement le rapport de Malwarebytes et du Cyber Edge Group. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve dans bien d'autres statistiques. Hein. Ce sont des statistiques qui sont produites par de nombreux organismes. On a d'une part l'augmentation de l'activité cybercriminelle, qui est une évidence aujourd'hui. On a une augmentation du télétravail, bien que, espérons-le, nous puissions revenir à un stade normal. Et donc cela introduit plusieurs problématiques auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. La première, ça va être la problématique de l'accès aux ressources de l'entreprise à distance. Puisque dans le cadre du télétravail, lorsqu'on veut accéder à des ressources corporate, est-ce qu'on utilise un VPN? Donc ça implique de former les utilisateurs, enfin les collaborateurs qui au préalable ne connaissaient peut-être même pas l'existence d'un VPN. L'utilisation du MFA, auquel cas ça peut poser des problèmes d'intrusion dans la vie privée, comme ça a été, comme c'est souvent, ça ressort souvent lorsque une organisation souhaite mettre en place le MFA. Donc on a cette première problématique-là. Nous avons ensuite une problématique liée à la gestion et la surveillance des postes de travail, encore une fois sans compromettre la vie privée des collaborateurs qui pourraient avoir une utilisation personnelle de ces appareils. Pourquoi? Puisque lorsque un collaborateur est sur site, il aura beaucoup moins tendance à accéder à des sites pour une utilisation personnelle. Donc un exemple très simple, ça va être Netflix par exemple. Alors que à la maison ou sur le lieu de télétravail, on a vite fait d'utiliser son ordinateur à la fin de sa journée de travail, son ordinateur professionnel, pour accéder à diverses applications pour une utilisation personnelle. Donc l'objectif n'est pas de faire de la surveillance de la vie privée des collaborateurs, bien entendu, mais d'augmenter la sécurité de l'organisation. Et donc pour finir, on a un point également très important qui est celui de la messagerie, qui est même le premier point d'entrée de toute attaque, hein, puisque très facile à mettre en place et très fructueux pour les attaquants lorsque la protection est mal mise en place. Et donc on va aborder également ce sujet-là de la messagerie. Donc parmi ces solutions, ce que l'on va voir, je vais commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ce sont des solutions de Microsoft qui nécessitent des licences, puisque ce sont des solutions qui sont très puissantes et qui permettent de faire beaucoup de choses comme nous allons le voir. Et une première remarque, en fait, qu'on voit sur Internet ici et là, et ici c'est une citation d'un internaute anonyme sur Reddit qui dit « Je comprends plus ou moins le modèle de licence de Microsoft, mais il semble que cela change constamment. » Et je me permets de mettre ça puisque ce sont des retours que nous avons de clients et c'est vrai que la terminologie de chez Microsoft a changé et c'est pourquoi on va commencer avec une petite piqûre de rappel ou une première piqûre pour ceux qui ne sont pas au courant. Et je vais vous inviter, je vais laisser ça afficher quelques instants pour que vous puissiez le noter, je vais vous inviter à vous diriger vers ce lien, donc https://go.microsoft.com/fwlink/link égale 2139-145. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Eh bien, en fait, c'est un lien qui va vous rediriger vers le téléchargement d'un PDF. Et ce PDF contient l'ensemble des solutions cloud de Microsoft avec la liste des offres commerciales, comme par exemple Microsoft 365 E5. Et on va pouvoir observer tout ce qu'il y a à l'intérieur de Microsoft 365 E5. Ça va être la même chose pour toutes les offres commerciales de Microsoft.
Et donc, vous pourrez avoir l'opportunité, si vous vous posez la question de savoir quelle fonctionnalité est comprise dans quelle licence, vous allez pouvoir jeter un œil très rapidement à ce document-là et ça va vous sauver beaucoup de temps de recherche. C'est un document qui est très très pratique et que j'utilise tous les jours, puisque bien entendu l'offre de Microsoft est quand même dense. Autre chose qui est important, vous devez connaître peut-être ATP, Advanced Threat Protection. Et donc ATP aujourd'hui, je vais vous demander de l'oublier complètement, de ne plus en tenir compte, d'oublier qu'il existait, puisque aujourd'hui nous parlons de Microsoft 365 Defender, ou plus généralement le mot-clé Defender a remplacé ATP dans la terminologie Microsoft. Donc les seules mentions du mot-clé, enfin du sigle ATP, se retrouvent dans la documentation Microsoft pour dire qu'il ne faut plus l'utiliser. Donc si vous devez faire des recherches, si vous devez parler à vos prestataires de services ou à vos collègues des solutions de Microsoft qui étaient anciennement ATP, utilisez aujourd'hui le terme Defender. Donc voilà pour ce petit disclaimer. Donc nous allons pouvoir rentrer à proprement parler dans le vif du sujet et répondre à la première problématique qui était donc l'accès à distance aux ressources de l'entreprise. Et pour ça, je vais parler d'une solution qui s'appelle Conditional Access. À chaque fois que nous allons voir une solution au cours de la présentation, je vais rappeler à la fin dans quelle licence est incluse cette solution. Donc ne vous posez pas de questions là-dessus pour l'instant, nous allons le voir. Donc, Conditional Access, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est une solution qui permet de définir des stratégies d'accès conditionnel. Pour accéder à quoi? Pour accéder aux ressources cloud de votre organisation. Les ressources cloud pouvant être le portail Azure, pouvant être SharePoint, OneDrive, Outlook, etc. Donc, comment fonctionne une stratégie d'accès conditionnel? Elle fonctionne par la définition d'un périmètre dans un premier temps, puisque une stratégie, vous pouvez en définir un certain nombre, et à chaque fois, vous allez décider d'inclure ou d'exclure des utilisateurs ou des groupes. Donc, par exemple, une stratégie assez commune vise à forcer le MFA pour tous les utilisateurs, sauf les utilisateurs que l'on appelle Break Glass Account, donc les comptes administrateurs de backup. Parce que bien sûr, on ne veut pas que les comptes administrateurs de backup soient soumis au MFA, puisque lorsque on perd l'accès aux tenantes Azure et qu'on veut utiliser ces comptes-là, bien, on n'a pas de téléphone, pas d'autres sources de MFA pour débloquer l'accès pour ces utilisateurs-là. Donc, ils sont en général exclus du MFA. Et donc, c'est un très bon exemple de périmètre où on inclurait tous les utilisateurs et on exclurait ces Break Glass Accounts. Donc ensuite, on a un contexte. Et ce contexte, en fait, c'est le contexte lié à l'événement d'authentification. Donc, moi, Clément Bonnet, je me connecte sur le portail, je suis bien dans le périmètre d'une politique, d'une stratégie d'accès conditionnel mise en place par mon entreprise Med6. Et le contexte de mon authentification, c'est que, eh bien, à l'heure actuelle, je suis à Lyon, donc je vais avoir une adresse IP source qui se situe vers Lyon. Je vais utiliser mon appareil corporate pour me connecter au portail Azure, etc. Tout ça fait partie du contexte de l'authentification. Et donc pour finir, lorsque on se situe dans le bon contexte et dans le bon périmètre, on va pouvoir appliquer un contrôle. Ce contrôle, ça va être d'autoriser l'accès, de bloquer l'accès, de forcer une authentification MFA, ou encore de vérifier que l'appareil est bien conforme à ce qui a été défini dans Intune, par exemple. On peut faire un certain nombre de choses assez intéressantes. Un point important, c'est que lorsqu'on définit une stratégie d'accès conditionnel, si l'utilisateur n'est pas dans le périmètre, alors la stratégie n'est pas appliquée du tout. Et donc, le contrôle n'est pas appliqué non plus. Maintenant, si l'utilisateur est bien dans le périmètre, mais n'est pas dans le contexte qui a été prédéfini, par exemple, si on veut que le contexte se focalise sur des adresses IP sources qui sont corporate, eh bien, lorsque je me connecte depuis un téléphone, je vais avoir une adresse IP qui n'est pas corporate et donc je ne rentrerai pas dans le contexte de cette stratégie d'accès conditionnel. Et donc, une fois de plus, elle ne sera pas appliquée et le contrôle ne sera pas appliqué. Donc, on va pouvoir passer rapidement à une partie de démonstration avec, dans un premier temps, un premier use case qui va viser à avoir une politique, comme on peut le voir ici, Enforce MFA, donc qui va viser à forcer l'utilisateur demo user 1 à remplir une authentification
multifacteur. Et on a un second utilisateur qui s'appelle DemoUser2, qui lui va être soumis à une politique qui va être d'être bloqué en fait. Il ne pourra pas accéder au portail. Donc, c'était celui-ci. Donc je suis ici connecté en tant qu'administrateur de la plateforme Azure sur un environnement de démo mis à disposition par Microsoft. Et donc je vais me diriger vers le service Active Directory, qui est le service qui permet de gérer les utilisateurs. Donc ici, je vous conseille de manière générale, je vous conseille très très fortement d'utiliser toujours le portail dans sa langue anglaise, puisque lorsque l'on fait des recherches, eh bien c'est beaucoup plus simple de tomber sur des résultats cohérents, et puisque des fois les traductions du portail sont hasardeuses, puisque ce sont des traductions faites automatiquement, vous vous en doutez, puisque Microsoft traduit dans des centaines de langues ses interfaces, et donc c'est toujours mieux de l'avoir dans la langue originelle. Donc j'ai cliqué sur l'onglet Security et on voit ici le service Conditional Access. À l'intérieur, j'ai 4 stratégies d'accès conditionnel. Les 2 premières ici sont désactivées. Et donc, je vais rapidement présenter les 2 que j'ai ici, avec la première qui s'appelle Demo Enforce MFA. Donc, comme je le disais précédemment, dans un premier temps, je vais définir mon périmètre avec les utilisateurs et les groupes que je souhaite inclure dans ma stratégie, que je souhaite cibler dans ma stratégie. Donc ici, le seul utilisateur qui sera évalué en se connectant par cette stratégie, c'est l'utilisateur DemoUser1. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut décider d'exclure, disons que Adèle est un compte de backup, ce n'est bien sûr pas le cas. Mais donc je décide d'exclure cette utilisatrice, et donc lorsqu'elle se connectera au portail Azure, eh bien, son authentification ne sera pas évaluée par cette stratégie. Donc on a une autre caractéristique pour le périmètre dont je n'ai pas parlé, ce sont les applications cloud auxquelles l'utilisateur essaie de se connecter durant l'authentification. Par exemple, on peut décider en tant qu'utilisateur de se connecter à SharePoint, OneDrive, au portail Azure, etc. Donc ce sont ces applications-là. Et bien entendu, de manière générale, il faut essayer d'englober un maximum d'applications ici pour que, où que l'utilisateur se connecte, il soit soumis à la stratégie. Ensuite, nous avons des conditions. C'est ce que j'ai appelé précédemment le contexte de l'authentification. Donc dans ces conditions, on en voit un certain nombre ici. Dans ce contexte, nous avons plusieurs choses que l'on peut ou non définir. Nous avons un risque utilisateur. Donc si notre utilisateur est un utilisateur qui a été évalué comme étant risqué, on peut décider de prendre ça en compte dans le contexte. Et je peux dire par exemple que mon contexte cible les utilisateurs qui ont un risque haut. Pour l'instant, je ne fais pas ça. On a la même chose pour ce que l'on appelle sign-in risks. Donc, contrairement à user risk, où là, un risque est directement associé à l'utilisateur, dans ce cas-là, c'est le risque est associé à l'événement d'authentification et pas directement à l'utilisateur, seulement à l'événement précis. Et donc ici, j'ai décidé d'inclure absolument tous les cas. Donc, qu'il y ait un risque low, medium ou high, ou qu'il n'y ait pas de risque concernant cette authentification, alors ma policy, ma stratégie va évaluer l'authentification. Donc on peut ensuite avoir d'autres caractéristiques comme device platform avec Android, iOS, Windows Phone, etc. en fonction de l'appareil depuis lequel on se connecte, la localisation en fonction des adresses IP et des pays desquels on se connecte, les applications clientes, puisque si l'on utilise du Outlook 2010, par exemple, pour la connexion, eh bien on ne peut pas avoir de moderne authentification, on ne peut pas avoir de MFA sur ces applications-là. Et 2 autres fonctionnalités qui sont en preview et que je n'ai pas regardé à ce jour, et donc que je ne détaillerai pas. Donc on a défini ce contexte et ce périmètre, et bien maintenant, qu'est-ce que l'on décide de faire quand un événement d'authentification rentre dans ce périmètre et dans ce contexte? Eh bien on va décider soit de bloquer l'accès, soit de le donner à certaines conditions, et dans mes conditions, je décide de demander une authentification multifacteur. Donc comme je le disais tout à l'heure, je pouvais aussi demander à ce que le device soit conforme à une politique qui aurait été définie dans Intune, par exemple, et je peux demander un certain nombre d'autres choses, je peux même en demander plusieurs. Donc voilà ma politique.
Donc ce que je vais faire très rapidement, c'est que hop, je vais me reconnecter au portail en tant qu'administrateur toujours. Je vais aller chercher mes deux utilisateurs, copier leurs adresses email et ouvrir, j'ai déjà ouvert une nouvelle session en me connectant sur le portail Azure en tant qu'utilisateur numéro 1. Et donc ici, je devrais être soumis à l'authentification multifacteur. Pourquoi? Car mon utilisateur DemoUser1 est bien soumis à la stratégie que l'on vient de voir. Et puisque, bon, pour l'instant, il n'y a a priori aucun risque lié à cet événement d'authentification, mais j'ai décidé d'inclure tous les événements d'authentification, qu'ils soient risqués ou non. Donc dans le contexte que j'ai défini, je devrais être soumis au MFA. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien le cas. Et c'est donc la stratégie qui force ceci. Donc je ne vais pas m'authentifier, puisque nous n'aurons rien à voir derrière. Je vais pouvoir faire la même chose avec l'utilisateur userdemo2. Mais juste avant, je vais présenter l'autre policy qui vise à bloquer, cette fois-ci, l'événement d'authentification. Donc, je ne vais pas refaire le détail de tout ça. J'ai simplement mon utilisateur DemoUser2 ici, qui, lorsqu'il se connecte à n'importe quelle application, va être pris en compte par cette stratégie. Dans mes conditions, j'ai défini ici que lorsque l'événement d'authentification a un risque moyen ou haut, alors j'applique cette stratégie. Si par exemple je n'ai pas de risque, cette stratégie ne sera pas appliquée. Et donc ici, mes décisions dans ce contexte, c'est de bloquer l'accès. Et donc très rapidement, ah oui, alors ça c'est d'une autre policy. Et c'est pas forcément le use case que je vais montrer. Donc ici, on me demande une authentification multifacteur parce que j'ai fait d'autres configurations. Mais notre use case va être autre chose. Je vais utiliser en fait le navigateur Tor qui permet d'accéder au ce que l'on appelle communément le darknet, le dark web. Pourquoi? Puisque ce navigateur-là permet de s'authentifier en ayant une IP anonyme. Avoir une IP anonyme lorsqu'on accède à ce genre de technologie, aux ressources Microsoft par exemple, eh bien, c'est suspect, c'est très suspect même, puisque en tant que collaborateur, on n'a a priori pas de raison de vouloir cacher son adresse IP lorsqu'on accède à des ressources corpo. Parfait. Donc ici, je vais me connecter au portail Azure. Je vais simplement récupérer l'adresse email de mon utilisateur. Ici. Connecte avec. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, je ne peux pas accéder à cette ressource maintenant, avec un certain nombre de détails qui me disent de contacter mon administrateur. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien parce que lorsque j'essaie de me connecter depuis le navigateur Tor, cet événement d'authentification est à risque haut. Et le risque haut fait partie du contexte que j'ai défini dans ma stratégie d'accès conditionnel. Donc voilà pour l'essentiel de cette fonctionnalité. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et je vais y répondre en fin de session. Donc c'était un exemple bien entendu très simple et on peut combiner énormément de caractéristiques, énormément de politiques, de stratégies. Ces stratégies, bien sûr, lors de certains événements d'authentification, il est possible que plusieurs d'entre elles soient matchées. Si vous décidez de mettre le MFA pour tous les utilisateurs dans une première stratégie et que vous décidez de bloquer l'accès aux administrateurs depuis une IP non trustée dans une autre stratégie, eh bien, on voit bien dans ce cas-là que les utilisateurs dits administrateurs sont pris en compte dans deux stratégies différentes. Et dans ce cas-là, c'est la stratégie la plus restrictive qui s'appliquera en cas de conflit. Donc voilà pour cette première démonstration. Donc une seconde fonctionnalité qui est en fait étroitement reliée à ce que je viens de présenter est la fonctionnalité que l'on appelle Azure AD Identity Protection. Donc cette fonctionnalité-là se focalise sur les événements d'authentification réussis uniquement.
Donc, on a deux types d'informations dans cette fonctionnalité-là. Et en fait, on a ce que je viens de présenter, à savoir les risky users et les risky sign-ins. Donc, un risky user, c'est un utilisateur auquel on a associé un risque, qui peut être faible, médium ou haut. Pourquoi est-ce qu'on a associé à cet utilisateur un risque? Eh bien, puisqu'il a eu un ou plusieurs événements d'authentification suspects. Donc, par exemple, en mettant authentifié, comme je viens de le faire depuis le navigateur Tor, qui présente un risky sign-in haut, eh bien, mon utilisateur DemoUser2 va se voir attribuer un tag, va se voir attribuer un risque qui va être également haut. Et donc, au sein du service Identity Protection, on va avoir la liste de ces utilisateurs qui ont un risque élevé. Et ça va être intéressant à traiter. Et donc, ça peut se présenter avec l'overview du service, un petit peu comme ça. On nous dit qu'on a 3 utilisateurs à haut risque, 16 utilisateurs à risque médium, d'autres utilisateurs qui ne sont pas du tout pris en compte par la politique de conditional access ou par la politique d'identity protection, comme on va le voir. Et on a, comme on le retrouve à plusieurs endroits dans les technos Microsoft, un score de sécurité qui va nous permettre de mettre en place des recommandations pour augmenter ce score et augmenter, bien sûr, la posture de sécurité. Donc, je retourne à mon interface d'administration, et cette fois-ci, je vais retourner à l'accueil de Azure AD. Donc, je suis dans Azure AD, et je vois ici que je suis en version Azure AD Premium P2, puisque le service Identity Protection est inclus dans cette version-là de Azure AD et pas une autre. Donc je vais dans l'onglet Security et je vais pouvoir retrouver ici, juste en dessous de Conditional Access, mon service Identity Protection. Et donc, on a ici, alors c'est un environnement de test assez peu dense, donc on a peu d'informations, mais il faut bien avoir l'esprit que dans le cadre où on est une entreprise, une organisation avec des milliers d'utilisateurs, on est très fourni ici en données que l'on peut interpréter assez facilement via les petites tuiles que l'on a ici. Et donc, dans la partie report, on va avoir plusieurs choses intéressantes. On va d'abord avoir la liste des utilisateurs qui sont suspects. Donc, on voit ici que mon utilisateur actuel, mon administrateur, a un risque qui est faible et un risque qui lui est associé qui est faible. Et rapidement, je peux savoir pourquoi en allant ici dans les caractéristiques et en allant dans l'historique du risque. Eh bien, pourquoi je suis un utilisateur à risque? Puisque je me suis connecté depuis un pays depuis lequel je ne m'étais jamais connecté. Alors ça peut être dû par exemple à un VPN, à un proxy, à des protocoles d'anonymisation comme SOX 4, SOX 5 ou encore le navigateur Tor comme on l'a vu juste avant. Et donc pour cette raison, j'ai un risque faible qui m'est associé. Ensuite, donc j'ai cette vue-là qui va être une vue par utilisateur. J'ai cette vue-là qui va être une vue par événement d'authentification. Et pour finir, j'ai cette vue-là qui va être une vue directement focalisée sur le risque. On va avoir l'information que je présentais juste précédemment avec New Country, on va l'avoir directement disponible ici. Donc, tout simplement, on a la même information présentée différemment. Et que voit-on? Que voit-on ici? Nous voyons que l'utilisateur DemoUser2 a produit un événement d'authentification qui est haut. Pourquoi? Car il a utilisé une adresse IP anonyme. Donc c'est ce que, en réalité, je viens de faire. Donc quelques secondes ou minutes plus tard, en fait, donc ce n'est pas encore ici le cas, malgré mes rafraîchissements, on va voir apparaître cet utilisateur dans la liste des utilisateurs à risque. Et c'est très intéressant puisque à partir de là, je vais le faire avec l'administrateur, ce sera la même chose, on va pouvoir décider de faire plusieurs choses qu'on retrouve ici. On va pouvoir décider de faire de la remédiation. Donc plusieurs options. La première option, c'est que je vais pouvoir dismiss the user risk. Donc je vais pouvoir en fait annuler le risque associé à l'utilisateur et par la même occasion supprimer tous les événements d'authentification, enfin pas supprimer, mais clôturer tous les événements d'authentification risqués que l'on avait rencontrés jusque-là. Donc en fait, ça permet d'annuler tout simplement, ça permet de dire, en fait c'est un faux positif, ou bien je considère qu'il n'y a pas de risque lié à cet utilisateur, et lorsque j'appuie ici, l'utilisateur redevient un utilisateur sain. Ensuite, je peux confirmer que l'utilisateur est compromis. Qu'est-ce que cela permet de faire? En réalité, pas grand-chose, mis à part associer un tag à l'utilisateur
et avoir une gestion des utilisateurs à risque qui soit explicite. Puisque lorsqu'on vient dans Risky Users ici, on va pouvoir filtrer par Risk State, et on peut voir que ici j'ai la liste des utilisateurs qui sont confirmés comme étant compromis. C'est intéressant puisque c'est en priorité sur ces utilisateurs-là qu'il faudra appliquer une remédiation, à savoir bloquer ou reset le mot de passe. Et ces deux fonctionnalités-là sont justement les deux autres possibilités que l'on a dans la remédiation. On peut bloquer l'utilisateur qui n'aura donc plus accès au portail. Donc bien sûr, je ne vais pas le faire puisque je vais m'exclure tout seul du portail. Ou bien je peux forcer le password reset. Et de toute façon, je ne peux pas le faire puisque je suis moi-même en train de reciter mon mot de passe. Mais l'administrateur qui travaille sur d'autres utilisateurs pourrait tout à fait faire ceci. Donc nous avons ces opportunités-là. Et donc c'est l'essentiel pour ce service. On a plusieurs politiques ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour des questions de temps, mais on a plusieurs politiques ici qui nous permettent de faciliter le blocage ou le forçage du MFA en cas d'utilisateur risqué ou en cas de sign-in risqué. Un petit peu de la manière dont je l'ai présenté dans Conditional Access précédemment, puisque en réalité, dans Conditional Access, ce que l'on voit dans nos conditions, dans notre contexte ici avec User Risk et Sign-in Risk, c'est en fait une intégration du service Identity Protection à Conditional Access. Et donc de manière générale, dans ce que je vais présenter, on va retrouver énormément d'intégration des services les uns avec les autres, et ça va nous permettre d'avoir des fonctionnalités de sécurité qui en quelque sorte multiplient leurs capacités. Puisqu'ici on permet de lier deux services, et on va pouvoir permettre de combiner toutes ces caractéristiques-là avec ces deux-là qui viennent de notre service. Et donc je vais retourner à ma présentation. Oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté ça. Donc, parmi les événements d'authentification suspects que l'on peut trouver, parce que dans ce que j'ai montré, on avait un new country, et donc c'est un nouveau pays qui a été détecté, ou alors nous avons eu une adresse IP anonyme lorsqu'on se connecte depuis un navigateur Tor, par exemple, et nous avons d'autres événements d'authentification qui peuvent être suspects. Donc, anonymous IP address, nous l'avons vu. Atypical travel, c'est lorsque on s'authentifie depuis un pays et que 5 minutes plus tard, on s'authentifie depuis un autre pays. Malware linked IP address, c'est lorsque on se connecte depuis une adresse IP qui est connue comme étant infectée par un malware communiquant avec un serveur de command and control, donc un botnet en somme. On peut ensuite détecter des navigateurs suspects, et pour ça on se base sur le user agent. Donc le user agent, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on fait une requête HTTP, donc une requête via navigateur web vers n'importe quel site, et bien dans la requête, on embarque une information qui s'appelle le user agent, qui décrit le navigateur que nous utilisons à l'heure actuelle. Donc si vous utilisez DuckDuckGo par exemple, et que vous tapez user agent, vous pourrez voir votre propre user agent ici. Et dans mon cas, j'ai utilisé ici eh bien, Opera, il me semble, oui, si on le retrouve ici, OPR. Et donc voilà, en fait, en réalité, les attaquants peuvent mettre ce qu'ils veulent ici, les attaquants ou vous-même. Et lorsqu'on détecte des user agents suspects, c'est qu'on a explicitement cherché à modifier ce champ-là. Et donc, c'est un comportement qui, lorsqu'on se connecte à une plateforme d'administration comme Azure, ne devrait pas être accepté. Ensuite, quelque chose d'assez important, ce que l'on appelle Unfamiliar Sign-in Properties. Je vais décrire ça rapidement. Lorsque vous créez un utilisateur dans Azure AD, ou lorsque vous créez un utilisateur on-prem qui est synchronisé dans Azure AD, on va avoir un algorithme de machine learning qui va être lancé dans le service Identity Protection, et qui va analyser les différentes connexions faites par ce nouvel utilisateur. Donc l'analyse va pouvoir durer peut-être normalement pas plus d'une semaine, puisqu'au bout d'une semaine, l'algorithme de machine learning aura assez d'informations. Et en fait, à partir de ces informations-là, l'algorithme de machine learning va produire un modèle associé à cet utilisateur. Et lorsque l'utilisateur s'écartera de ce modèle dans de futures tentatives d'authentification, alors on va pouvoir lever une alerte en disant que nous avons des propriétés d'authentification qui sont non familières.
Donc par exemple, si un utilisateur a toujours la même adresse IP depuis, mettons, 3 mois, lorsqu'il s'authentifie depuis une nouvelle adresse IP, forcément, on va avoir un événement unfamiliar signing properties. Et donc, on se base sur beaucoup de choses, comme le navigateur également, les dates auxquelles, enfin les horaires plutôt, auxquels se connecte l'utilisateur, puisque s'il se connecte la nuit, ça va être quelque chose de plus suspect que se connecter sur des horaires de travail classiques. Et enfin, nous avons un petit peu comme malware linked IP address, nous avons malicious IP address, et dans ce cas-là, c'est que l'adresse IP a un comportement suspect, comme par exemple envoyer plein de requêtes sur des serveurs, sur des honeypots de Microsoft, donc des adresses IP ayant un comportement un petit peu suspect, mais n'étant pas connues comme étant liées à un malware. Voilà pour ça. Nous arrivons à la partie licence. Donc j'ai pris ici une capture d'écran du document que j'ai partagé avec l'URL. Et donc ce qui va nous intéresser ici, ce sont ces deux encadrés rouges, puisque les deux fonctionnalités que j'ai présentées sont respectivement incluses dans Azure AD P1, Premium Plan 1, et Azure AD Premium Plan 2. Et donc en fait, lorsque nous avons Plan 2, nous avons ces trois fonctionnalités-là. Lorsque nous avons Plan 1, nous avons seulement ces deux fonctionnalités-là. Donc on voit qu'on le retrouve dans plusieurs des offres Microsoft. Et donc je vous laisserai le regarder un petit peu plus en détail de votre côté pour ne pas perdre plus de temps là-dessus. Toujours du côté de la protection des identités, cette fois-ci, ça concerne un petit peu moins le contexte du télétravail, puisque l'on va parler d'un service qui est utilisé dans un contexte on-premise, mais qui est en fait relié aux autres services que l'on vient de voir. Donc Defender for Identity, alors, je vous ai dit tout à l'heure d'oublier le sigle ATP, je vais quand même rappeler que c'est l'ancien Azure ATP qui s'appelle aujourd'hui Defender for Identity. En quoi cela consiste? Eh bien, c'est très simple. On installe un agent sur les serveurs on-prem, donc un ADFS ou un domain controller, avec bien sûr le service, un annuaire installé dessus. Et donc, nous allons installer un agent sur ces machines-là, sur ces serveurs-là. Ces agents vont remonter un certain nombre d'informations vers un portail dédié, enfin vers un collecteur dédié qui se situe dans un portail dont je ne vais pas parler, puisque en fait, on utilise ce portail simplement pour la configuration. Donc, on envoie tout simplement des données vers un service Microsoft, et ce service Microsoft va analyser ces données pour produire un historique des activités, comme on le voit ici, des alertes en fonction de ces activités-là, et des métadonnées liées aux identités. Et donc tout ça, ça va être disponible dans le portail Microsoft Cloud App Security, dont je parlerai un petit peu plus tard. Un portail assez connu des SOC analystes et des administrateurs de sécurité, depuis lequel on va pouvoir avoir accès à beaucoup d'informations. Et on va notamment, c'est là où c'est intéressant, pouvoir relier une identité on-prem à une identité cloud. Donc si les utilisateurs sont synchronisés et que l'on a, par exemple, une tentative de brute force réussie sur un AD on-prem, eh bien, on va pouvoir voir quels sont les déplacements vers le cloud qui sont réalisés. Est-ce que cet utilisateur compromis va accéder à des ressources cloud? On va pouvoir facilement l'observer depuis Microsoft Cloud App Security. Donc ici, pas de démonstration, malheureusement, puisque dans le cadre de l'environnement de démo que j'ai, je n'ai pas de serveur on-prem, tout simplement. C'est un environnement cloud. Et donc, j'ai pris ici des données réelles de clients que j'ai bien entendu anonymisés. Et ce que remonte le service, ce sont ces choses-là. Donc, on voit ici que sur la gauche du menu Cloud App Security, j'ai un onglet Identity Security Posture. Et ce que je peux voir à l'intérieur, ce sont des données qui sont remontées par l'agent. Et ce qu'on peut voir notamment, c'est Stop Clear Text Credential Exposure. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que à l'heure actuelle, on va le voir sur la slide suivante, à l'heure actuelle, nous avons des authentifications qui sont réalisées auprès de l'AD on-prem, et ces authentifications utilisent le protocole LDAP. Et ça, c'est un problème, puisque le protocole LDAP ne chiffre pas les clés d'identité, comme on dit en français, les user mot de passe des utilisateurs qui font la requête sur l'AD. Pour ça, il faut utiliser le protocole LDAP-S pour Secure, avec un système de certificat
pour remédier à ce risque-là. Donc voilà, on a un certain nombre d'informations de ce côté-là. On va pas forcément s'éterniser dessus. De la même manière, un petit point sur les licences. Vous pouvez faire un CTRL F sur le document que j'ai partagé en début de séance et rechercher Microsoft Defender for Identity et vous verrez dans quelles offres est-ce que ce service est inclus. Ensuite, une partie qui va nous intéresser tout particulièrement puisque ça a été un important point d'attaque pour les acteurs malveillants, et c'est la partie mail avec Defender for Office qui devait être anciennement Office ATP. Donc on va voir plusieurs fonctionnalités ici que l'on va parcourir ensemble de manière concrète dans le portail juste après. On va voir dans un premier temps une fonctionnalité de firewall que j'aurais dû mettre entre guillemets puisque ce n'est pas vraiment un firewall applicatif. On peut tout simplement filtrer les adresses IP à l'entrée de Exchange Online, Office. Donc quelque chose d'assez sympa si par exemple vous voyez une adresse IP qui attaque à répétition certaines de vos machines virtuelles, eh bien pourquoi pas directement l'intégrer ici. Vous avez ensuite un filtre en fonction du contenu, puisque si par exemple l'email que vous recevez contient du code HTML avec certaines balises HTML utilisées pour faire des attaques XSS par exemple, cross-site scripting, eh bien c'est suspect, c'est très suspect. Ensuite, nous avons du filtrage au niveau des emails sortants pour éviter que, au cas où l'un de vos utilisateurs serait compromis, pour éviter de répliquer ça dans d'autres environnements. Des filtres au niveau de l'usurpation d'identité avec les fonctionnalités de sécurité bien connues SPF, DKIM et DMARC, donc pour l'anti-spoofing, pour vérifier que la personne que prétend être l'expéditeur est bel et bien celui qui prétend être. Et nous avons des filtres basés bien entendu sur les pièces jointes avec les fonctionnalités d'anti-malware et le safe attachment. Et donc on va rentrer dans le vif ici directement. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais de manière générale, c'est la tendance. Microsoft cherche à centraliser tous les services de sécurité cloud à l'intérieur d'une seule interface qui est accessible à security.microsoft.com. Et donc, on va voir par exemple ici que, pour présenter rapidement la chose, on a un premier menu contextuel qui permet d'avoir les incidents, les alertes présents sur toutes les solutions de sécurité cloud. On va pouvoir se focaliser uniquement sur la partie endpoint, uniquement sur la partie collaborative. Et des travaux sont en cours pour inclure la partie applicative que l'on va voir tout à l'heure avec Cloud App Security. Donc, puisque les emails et la collaboration nous concernent maintenant, eh bien, nous allons aller dans Policies and Rules. Et une fois de plus, je vous invite à utiliser l'interface en anglais. Et donc, dans Thread Policies, nous allons avoir un certain nombre de choses configurables. Et une première petite chose à noter est que nous avons un petit service ici qui s'appelle Configuration Analyzer et qui va permettre d'analyser ces 5 politiques-là, ces 5 stratégies-là, pour vous permettre de les configurer au mieux. Alors forcément, ce sont des recommandations génériques que vous retrouverez également dans la documentation Microsoft et il est nécessaire d'adapter ces configurations-là pour répondre à vos besoins spécifiques. Et donc, nous allons commencer par la partie anti-spam avec la fonctionnalité de firewall que je mentionnais précédemment et qui va s'appeler ici Connection Filter Policy. Si je clique dessus, je vais être en mesure d'éditer ça. Donc, on aura toujours une description, une partie où on va pouvoir paramétrer et souvent également une dernière partie où on va définir certaines actions lorsque des mails frauduleux auront été rencontrés. Ici, ce n'est pas le cas. Si j'édite ici, en fait, je vois que je peux autoriser les messages venant d'une certaine IP, ici 1, 2, 3, 4, et je peux faire la même chose pour bloquer les messages venant de certaines IP. Donc, de manière générale, ce que j'ai fait ici volontairement, ce n'est pas une bonne pratique puisque on ne veut autoriser personne par défaut, puisque si cette personne est compromise, eh bien, elle va bypasser les protections qui sont mises en place.
Donc ici, nous n'autorisons personne. Et ce que l'on peut faire, en revanche, ou ne pas faire, c'est activer ce que l'on appelle une safe list, puisqu'en fait Microsoft maintient en interne une liste d'acteurs de confiance, notamment Microsoft, ce trust à lui-même bien sûr. Et donc en cochant ceci, on autorise par défaut les adresses IP maintenues par Microsoft à venir nous envoyer des emails. Donc voilà pour ça. Premier paramètre très simple. Ensuite, au niveau de cette stratégie d'anti-spam, nous avons les anti-spam entrants et les anti-spam sortants. Donc on va se focaliser tout d'abord sur les entrants. Et comme je le disais tout à l'heure, cette fois-ci, nous avons encore une description. Nous avons certains paramètres à définir ici. Des actions en fonction de la détection qui est faite. Si on détecte un spam, qu'est-ce que l'on fait? Et finalement, encore une fois, une politique de whitelist ou de blacklist. Donc dans les propriétés, on ne va pas tout passer en revue puisqu'il y en a beaucoup. L'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont les possibilités. Deux sections aussi. La première permet d'augmenter le score de confiance concernant les spams, puisque en interne, en réalité, lorsque Microsoft, grâce à ce qu'on appelle la threat intelligence, Microsoft a accès à beaucoup de données. À partir de ces données-là, produit de la connaissance, c'est-à-dire que Microsoft détecte des patterns d'email ou des patterns d'attaque de manière générale. Et en fonction de ces patterns-là, on a un certain niveau de confiance pour dire oui, ceci est une attaque, oui, ceci est très probablement une attaque, ceci n'est probablement pas une attaque, mais c'est quand même un petit peu risqué. Donc on a une certaine graduation, une certaine échelle concernant les emails qu'on reçoit. Et donc ici, on va pouvoir paramétrer 4 caractéristiques qui vont contribuer à augmenter ce niveau de confiance. Et ce niveau de confiance est représenté par un score qui n'est pas publié par Microsoft, mais qui fait partie du moteur interne de ce système de protection-là. Donc par exemple, lorsqu'on a des images qui pointent vers d'autres websites, on va pouvoir augmenter le niveau de confiance. Lorsqu'on a des URL qui embarquent l'adresse IP à la place du nom de domaine, on va pouvoir augmenter le niveau de confiance. Lorsque l'URL redirige vers un nouveau port, comme le port 8080 à la place du code 143, on peut augmenter le niveau de confiance. Et pareil, si un URL contient .biz ou .info, ce sont des noms des top level domains qui sont connus pour diffuser des malwares, eh bien, on peut également augmenter le niveau de confiance sur ce spam. Et ensuite, on peut directement ici marquer en tant que spam les emails qui comportent ces caractéristiques-là. Donc, par exemple, je vais prendre ceci qui est un bon exemple. En HTML, lorsqu'un email en HTML est envoyé, on a une balise HTML qui s'appelle iframe et qui permet de faire des injections de code, donc qui vont permettre de lancer dynamiquement du JavaScript à l'ouverture de l'email. Et donc l'objectif, c'est de dire, si je vois une balise iframe, hop, je marque directement l'email en tant que spam. Donc on a un certain autre nombre de caractéristiques. Et quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est le langage. Lorsque l'email contient du russe, par exemple, que vous n'avez absolument aucune raison de recevoir des emails en russe, eh bien vous pouvez directement marquer ce langage-là pour marquer les emails en tant que spam. Donc voilà, on a un petit test mode pour éviter de tout restreindre d'un coup, qui est assez intéressant. Et ce que l'on va voir maintenant, ce sont les actions à prendre lorsque l'email est détecté comme étant du spam ou comme étant un spam de haute confiance. Donc on peut faire un certain nombre de choses. On peut ajouter un header pour que potentiellement ce header soit lu par un système de routage des emails et qu'on route cet email ailleurs que dans la boîte mail vers laquelle il est censé se diriger. On peut l'envoyer vers le dossier de spam. On peut ajouter un sujet, une en-tête au sujet du mail. On peut rediriger l'email vers une autre adresse mail. On peut supprimer l'email et on peut mettre le message en quarantaine. Ce sont des options qui sont les mêmes pour tout ce qu'on voit ici. Donc on a un niveau de confiance pour les spams, un niveau de confiance pour le phishing et pour ce que l'on appelle les bulk emails. Et donc ça peut être
En général, ce sont plutôt des pubs, les bulk emails, auxquels on a nous-mêmes souscrit, mais qui restent indésirables. Notamment lorsque vous ne pouvez pas vous désinscrire, c'est le cas certaines fois d'une liste de diffusion. Donc quelques informations ici encore en plus. On a une partie Safety Tips qui va permettre, lorsque l'utilisateur reçoit l'email qui est marqué comme spam, d'afficher une petite text box qui va lui dire attention, cet email a été détecté comme étant un spam. Donc, pour sensibiliser l'utilisateur et faire adopter un comportement de méfiance. Et une fonctionnalité dont je parlerai juste après dans un exemple beaucoup plus concret. Et donc pour des contraintes de temps, sans rentrer dans le détail, nous allons voir la partie Outbound Anti-Spam qui vise simplement à limiter le nombre de mails envoyés par jour ou par heure. Donc c'était pour la partie anti-spam. La partie anti-phishing, on va passer assez rapidement dessus. On va avoir un certain nombre d'actions possibles qui vont être les mêmes lorsqu'on va détecter une tentative d'impersonation, donc une tentative d'usurpation d'identité, comme par exemple, on avait vu ça avec Air France il y a quelques années, en 2018 il me semble. Air France avait un nom de domaine avait été créé, un nom de domaine qui s'appelait Air France, mais à la place du A classique comme on le connaît, eh bien ce A était en fait un caractère spécial qui intégrait un petit point juste en dessous. Ça s'appelle, il y a un terme très précis pour ça, homoglyphie, quelque chose comme ça, qui vise à faire croire qu'une lettre est similaire à une autre, alors qu'en fait il y a une toute petite différence qui nous fait faire l'erreur de faire confiance au domaine. Et donc cette partie-là permet de remédier à ce genre de risque. On a ensuite la partie anti-malware et safe attachment. Donc ces deux fonctionnalités-là vont être assez similaires puisqu'elles vont viser à analyser les pièces jointes pour pouvoir les filtrer. Donc la différence se situe dans le fait que le service anti-malware vise à analyser, déjà on peut marquer directement un certain nombre de fichiers comme étant des malwares, de manière à ce que ce type de fichier ne soit jamais envoyé. Donc typiquement, lorsqu'on a des macros dans des documents de la suite Office, ou lorsque l'on a des fichiers exécutables, on peut directement décider de les marquer comme étant des fichiers malveillants. Sinon, Microsoft en fait se base sur le hash des fichiers, donc quelque chose qui est fait notamment chez VirusTotal, que vous connaissez certainement. Donc si vous uploadez n'importe quel fichier sur ce site-là, beaucoup de providers, donc une soixantaine d'acteurs, vont calculer un hash sur ce fichier et vont vous dire ce hash est connu comme étant un malware ou non. Et donc ici, en fait, Microsoft fait pareil. Et on a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que, bien sûr, cette base de données des hashes qui représente des fichiers malveillants évolue tous les jours. Et donc si le lundi, un email est reçu avec une pièce jointe qui est malveillante, mais dont le hash n'était pas encore présent dans la base de données, eh bien vous finissez par recevoir le malware. Donc ce que fait Microsoft, c'est que même après qu'un email ait été envoyé avec une pièce jointe, lorsque cette pièce jointe est détectée comme étant un malware a posteriori, post-livraison de l'email, eh bien on a cette fonctionnalité qui s'appelle Zero Hour Auto Purge, ou ZAP, qui va en fait eh bien, reprendre le message qui a été délivré et le mettre en quarantaine. Donc on a Safe Attachment, c'est comme anti-malware, sauf que plutôt que de se baser sur les hashes des fichiers, Microsoft va générer un environnement virtuel dans lequel il va lancer le fichier qui a été attaché à la pièce, qui a été attaché à l'email, et va observer le comportement de ce fichier-là. Donc c'est quelque chose d'une fonctionnalité beaucoup plus poussée. Et finalement, on a Safe Links qui va nous permettre d'analyser les emails, de collecter les clics des utilisateurs sur les emails, ce qui va permettre par la suite de voir si lors d'une campagne de phishing, eh bien, 20%, 30%, 60% des collaborateurs ont cliqué sur le lien, ce qui va permettre de déterminer si oui ou non une sensibilisation devrait être mise en place en interne.
Et donc, on va aussi avoir la possibilité d'empêcher l'utilisateur d'accéder directement au lien qui a été partagé dans l'email. Donc voilà, assez dense, parce qu'il y a beaucoup de petits paramètres ici et là. Néanmoins, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre que l'on peut s'attendre à retrouver dans ce type de solution, avec quand même des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, notamment sur Safe Attachment et SafeLink. Un petit commentaire sur le fait que, j'en ai parlé rapidement, mais on a beaucoup de clients, en fait, on voit énormément ça, qui waitlist des domaines trustés. Donc, par exemple, si vous avez, si au sein de votre organisation, vous avez une dizaine de domaines, et que vous configurez Defender for Office pour faire confiance à ces domaines, eh bien, les contrôles ne seront pas faits. Et ça, c'est très important d'avoir en tête, puisque si les contrôles ne sont pas faits, quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, réussit à utiliser une adresse email en interne pour absolument se répandre partout dans l'entreprise. C'est encore pire, bien sûr, quand vous faites confiance à des acteurs externes. Si vous faites confiance à med6.fr et le jour où med6.fr est compromis, eh bien med6.fr vous enverra des emails malveillants et ces emails vont bypass toutes vos mesures de protection. Donc c'est extrêmement important d'être vigilant là-dessus. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, ce graphique-là, c'est une vue qui mesure en ordonnée ici le nombre d'emails effectivement menés à destination, à leur destinataire, mais les emails qui auraient dû être filtrés. Et c'est là que c'est très intéressant, puisqu'on voit qu'ici, on a un pic, donc de mémoire, c'était le 27 avril, ça devait être un mardi, puisque de manière générale, le mardi, c'est un peu le jour de campagne de phishing. Eh bien, on voit que une adresse IP ou plusieurs adresses IP ont été autorisées, et qu'à cause de ça, presque 6000 messages n'ont pas été filtrés. Alors que ce qu'on voit ici, c'est tous ces messages-là auraient dû être filtrés. Alors, donc c'est un cas très grave ici, puisqu'on a presque 6000 messages qui passent alors qu'ils ont été détectés par le système comme étant suspects. On a la même chose ici sur une autre échelle, puisque là on était sur un mois pour observer ce pic-là, mais de manière un petit peu plus quotidienne chez ce client-là, on avait ici en violet presque 1000 emails autorisés le 5 avril, le 4 mai plutôt, puisque les domaines avaient été autorisés, approuvés par l'organisation. Donc quelque chose de très très important et souvent mal configuré. À nouveau les licences. Donc on reprend ce schéma-là. Ici c'est Microsoft Defender for Office 365 que vous devez retrouver. Il y a plusieurs plans, puisque parmi tous les petits paramètres, il y en a certains qui disparaissent si vous n'avez pas le niveau de licence adapté. Et donc le plan 2, en fait, c'est le niveau le plus haut et ça reprend tout ce que j'ai présenté. Defender for Endpoint, je vais également passer assez vite dessus. Donc vous connaissez certainement, c'est l'ancien Windows Defender ATP, si je ne dis pas de bêtises, qui aujourd'hui donc s'appelle Defender for Endpoint et qui permet de monitorer tout simplement les postes de travail qui seront embarqués sur la solution. Donc ce que ça permet d'avoir de manière assez générale, c'est une vue centralisée de la sécurité des postes de travail avec une partie reporting qui est assez intéressante, qui permet d'avoir des statistiques sur lesquelles se baser pour pouvoir mesurer l'évolution de la sécurité au niveau des endpoints. Nous avons aussi une partie gestion de la sécurité pour gérer les actions de remédiation qui est intéressante du point de vue RSSI. Nous avons une vue de toutes les applications desktop installées sur les postes de travail, donc qui permet de monitorer le Shadow IT. Une vue de toutes les vulnérabilités, bien entendu, connues sur les postes de travail. La possibilité d'analyser dans le détail les logs remontés par les postes de travail, donc les logs Windows, les logs Security Event. Et finalement, on a une partie également remédiation, puisqu'on va être en capacité d'isoler les postes de travail en cas d'incident. À noter que l'onboarding se fait par exemple via GPO ou via Intune, via d'autres solutions encore, et que ça vise tout simplement à activer une partie de l'agent Windows Defender, donc l'antivirus de Microsoft. Et en fait, on n'a pas d'application concrètement à installer en plus, c'est ce Windows Defender qui va permettre de remonter les logs vers Defender for Endpoint.
pour bénéficier de tout ce que l'on voit ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une partie beaucoup plus gestion et une partie beaucoup plus technique, de sorte que autant un RSSI que un security engineer pourra analyser ces données-là et faire les tâches qui lui sont attribuées, à savoir gérer les actions de remédiation par exemple, ou isoler les postes en cas d'incident. Ça, c'était un petit exemple en cas de problème d'accès à l'interface. Donc, on va rapidement passer dessus. Et donc, je vais sur securitycenter.windows.com, tout simplement puisque ça charge un tout petit peu plus vite que d'aller sur security.microsoft.com. Mais de manière générale, on retrouve exactement les mêmes choses ici dans la section Endpoint. Et donc, ce que nous avons ici, un résumé des différents incidents qui sont en cours à l'heure actuelle, comment ces incidents ont été détectés, quels sont les devices qui sont actifs. Donc, dans mon environnement, j'en ai seulement 2. Et je vais pouvoir retrouver ça dans la partie Device Inventory. Donc voilà, j'ai seulement 2 devices, un premier qui a un niveau de risque médium, un second qui a un niveau de risque informational. Les deux ont un niveau d'exposition qui est médium. Pourquoi? Parce que à cause des logiciels installés sur ces machines et des logiciels n'étant pas à jour, ils s'exposent à certaines vulnérabilités. Ce dont je viens de parler avec l'exposition n'est pas le niveau de risque. Le niveau de risque, c'est ce qui est effectivement en train de se passer sur l'appareil. Est-ce qu'il y a eu des actions malveillantes sur l'appareil? Alors que ici, c'est le potentiel risque qui est dû au manque de mise à jour sur les applications installées sur l'appareil. Donc, on a également une vue des incidents. Donc, si je clique ici sur un incident, je vais pouvoir avoir un bon niveau de détail. Donc, cet incident regroupe par exemple 3 alertes. Il implique un appareil. Je peux avoir la vue de cet incident sous forme de graphe pour voir quels éléments sont reliés à quels autres éléments. Donc, par exemple, un processus peut être relié à un appareil qui peut être relié à un utilisateur. Voilà, donc ici, on a le processus Notepad qui est lié à la DLL kernel 32 et au PowerShell. Donc on sait quels éléments ont pris part en fait à cette alerte. Et si je clique sur cet incident, pardon, et si je clique sur une des alertes qui composent mon incident avec cette commande PowerShell suspecte, eh bien je vais avoir en réalité tout le détail du déroulement de cette exécution ici. Si ça veut bien charger, mais de manière générale, je vais retrouver beaucoup d'informations et de métadonnées ici. Donc c'est bien sûr une vue qui est destinée à des SOC analystes ou des personnes qui travaillent vraiment dans la technique pure, beaucoup plus que à des RSSI. Bon, c'est un petit peu dommage que ça ne charge pas. Je vais tenter une autre alerte juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais sinon, c'est très technique et moi-même n'étant pas SOC analyste, je serais limité dans l'explication précisément de ces alertes-là. Donc voilà, on a ici un processus PowerShell qui est lancé, qui ouvre un Notepad, et on voit que ExploitGuard, qui est une protection sur l'OS Windows, a bloqué un Notepad, puisque Notepad essaye d'accéder à l'export address table, donc qui est un élément assez sensible des OS Windows. Et donc, on peut avoir le déroulement ici de tout le fil de l'exécution, ce qui peut être ce qui est très intéressant pour des analyses forensics, plutôt que comme on le faisait auparavant, entre guillemets, plutôt que d'aller chercher directement physiquement l'appareil et d'étudier ses logs en détail. On a ce genre de vue qui est très facilement exploitable par les personnes qui ont la compétence. Donc on a cette vue-là, et ensuite, comme je le disais, on a la partie reporting qui va être intéressante du point de vue RSSI, puisqu'on va avoir des graphes comme ceci. Donc, bien sûr, ces graphes-là ne sont pas forcément trop fournis ici, puisque j'ai un environnement de démo, mais ils le sont beaucoup plus en environnement réel, et on va pouvoir observer différents graphiques. Donc, on ne va pas forcément tous les passer en revue, mais chacun est très intéressant. Donc, le statut des alertes, le niveau de sévérité des alertes, le statut des alertes, savoir si elles sont en cours d'investigation ou si elles sont nouvellement à traiter. On va avoir également une vue sur la santé des appareils, savoir notamment s'ils sont bien connectés à la solution, leur version, l'OS également, bien entendu.
Et on va avoir une liste des appareils vulnérables, de par ce que je disais tout à l'heure, avec le niveau d'exposition en fonction des solutions, des logiciels, des applications qui sont installées dessus. Et donc ici, on voit que j'ai deux appareils avec un premier qui a un niveau d'exposition qui a des vulnérabilités critiques, le second qui a des vulnérabilités hautes. Et donc bien, voilà, par exemple, je vois ça, très intéressant, me direz-vous, et comment est-ce que je sais de quel appareil il s'agit, comment est-ce que je peux voir de quel logiciel il s'agit? Eh bien pour ça, je vais aller dans la partie qui est beaucoup plus dédiée à des ingénieurs cybersécurité, et je vais pouvoir aller dans la partie Software Inventory, et je vais avoir ici un listing de toutes les applications qui sont installées sur l'appareil. Je peux avoir la même vue, mais en me focalisant sur les vulnérabilités. Donc ici, bien sûr, les vulnérabilités font partie du modèle de CVE-CVSS, avec le score qui est ici. Et donc si je clique dessus, on va voir un certain nombre de détails, et notamment les appareils exposés à ces vulnérabilités-là. Et pour finir, on va avoir une partie Security Recommendations. Donc par exemple, on voit ici que la version actuelle de Chrome présente 226 vulnérabilités, donc il faut bien entendu le mettre à jour. Et pour ceci, hop, je vais pouvoir aller dans mes options de remédiation, dire Attention Required, je vais pouvoir mettre une priorité sur cette remédiation. Et quand je vais aller dans ma partie remédiation, eh bien, je vais retrouver ce Update Chrome ici, et donc c'est ce qui va permettre pour les RSSI d'avoir un suivi des activités de remédiation sur les endpoints. Donc voilà pour ça. À nouveau, vous connaissez maintenant bien ces licences-là, puisqu'on a passé tous les Defender ici, et nous en venons à Defender for Endpoint, qui est compris dans la solution E5, ou F5, là où il y a un 5. Et donc pour finir, une des solutions un petit peu phares, j'ai envie de dire, concernant le télétravail, pour revenir un petit peu dans le contexte initial, c'est la partie Cloud App Security. Donc Cloud App Security va être composée de 3 parties. La partie Discovery, puisqu'en fait, on va être capable via Cloud App Security, de plusieurs manières que je vais mentionner après, on va être capable de collecter l'ensemble du trafic des utilisateurs afin de savoir avec quelles applications ils communiquent. Donc si on a ça en interne chez Met6, il me semble, et donc si moi je vais sur Netflix avec mon device corporate, et bien Met6 va voir que Clément a échangé X gigas de trafic avec Netflix. Forcément, Netflix n'est pas une utilisation, n'est pas une application pro, mais néanmoins n'est pas une application sensible. Mais on peut avoir bien sûr des applications qui sont beaucoup plus sensibles que ça. On va ensuite avoir une partie investigation, qui va permettre de collecter des données de nombreux endroits, notamment de Defender for Identity, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc lorsqu'on installe un agent sur l'AD on-prem et que les informations sont remontées, elles remontent dans Cloud App Security, dans la partie Investigate. Et à partir de toutes ces informations, des informations présentes dans la partie Discover Investigate, on va être capable d'appliquer un contrôle à nouveau. Et ce contrôle, en fait, ce sont des alertes, des stratégies, pardon, à nouveau, qui vont générer des alertes. Et donc, je vais me diriger directement vers le portail Cloud App Security. Pour y accéder, vous pouvez taper portal.cloudappsecurity et vous serez redirigé automatiquement vers ce format-là avec votre nom de domaine .portal.cloudappsecurity.com. Pour y accéder, et d'ailleurs pour accéder à toutes les interfaces que j'ai montrées aujourd'hui, il faut avoir des rôles, des privilèges élevés, à savoir être Security Reader à minima. Donc voici Cloud App Security avec ce que je présentais, donc un dashboard classique, la partie Discover, la partie Investigate et la partie Control. Et bien sûr, la liste des alertes qui ressortent de ce qui a été configuré dans la partie Control.
Et donc, ce que nous allons faire d'abord, c'est nous focaliser sur la partie Discover. Donc, j'ai dit que la partie Discover permettait d'observer le trafic échangé entre les collaborateurs et les applications web. Premier point d'attention, c'est que, bien entendu, on ne cherche pas à surveiller l'utilisation personnelle que peuvent faire les utilisateurs de certaines applications, mais on cherche uniquement à avoir l'information de la quantité de trafic et de l'identité de l'application avec laquelle on échange ce trafic. Pour ça, on a un système d'anonymisation qui n'est pas mis en place ici, mais qui permet d'anonymiser d'une part les utilisateurs et d'autre part les appareils, puisque depuis un appareil, s'il est associé à un utilisateur, on peut nécessairement remonter à l'utilisateur. Donc on a quand même cet aspect-là pour respecter la vie privée des utilisateurs et tout de même avoir un niveau de sécurité et de monitoring accru. Donc ce qu'on voit ici, c'est le trafic qui a été échangé entre les collaborateurs de mon environnement et Internet. Donc les applications sont catégorisées par type de service. On a également la liste des applications ici et le top utilisateur en termes de quantité de trafic échangé. On a également, parmi les applications qu'on retrouve ici, la possibilité de voir où sont hébergées ces applications. Pas où elles sont hébergées, pardon, où est leur headquarters, donc leur siège social. Ce qui peut être intéressant puisque vous pouvez, pour une raison X ou Y, décider de prohiber l'utilisation de certaines applications venant de certains pays. Donc ces données, on les voit ici, mais comment est-ce qu'on les amène jusqu'ici? Eh bien, deux possibilités. La première possibilité, c'est de mettre en place, donc c'est la possibilité la plus complexe, enfin, bien qu'elle soit relativement simple, c'est de mettre en place un serveur que l'on va appeler un collecteur. Et ce collecteur va récolter des informations à la manière d'un serveur syslog, des informations qui viendraient des proxys, des appliances que vous auriez installés on-prem, ou des firewalls que vous auriez installés on-prem. Donc si vous utilisez un proxy Palo Alto, eh bien vous configurez le proxy Palo Alto pour envoyer ces logs vers la machine que l'on appelle le collecteur, et le collecteur, lui, aura été préconfiguré pour interagir avec Cloud App Security, ce qui vous permettra ici d'observer ce genre de choses en temps réel, en temps pseudo-réel, une minute de latence, disons, au maximum. La seconde solution, qui est bien entendu la solution préférée, c'est que lorsque on embarque des ordinateurs, des endpoints sur Defender for Endpoint, on a la possibilité, je vous montrerai ça très rapidement, dans les paramètres de Defender for Endpoint, on a la possibilité ici d'activer un simple bouton, voilà, on-off, aussi simple que ça, pour que d'un coup les appareils soient configurés de telle sorte que le trafic échangé entre justement les appareils et Internet soit envoyé à Cloud App Security. Et donc c'est fait de manière aussi simple que ça. Et donc c'est ce qui est fait ici dans mon environnement, et on voit que ce rapport qui est appelé Continuous Report ici, puisque c'est un rapport qui évolue en temps réel, il se focalise sur les endpoints Windows 10 qui sont intégrés dans Defender for Endpoint. Et donc ce que l'on peut observer ici, si je vais dans Discovered Apps, je vais avoir un certain nombre d'applications qui ont un score. Donc bien sûr ici, environnement de test à nouveau, je n'ai pas de score bas, ce qui est un bon signe dans un environnement réel. Je n'ai que des applications qui ont un score élevé. Néanmoins, ce qu'on peut observer, c'est sur quels critères est calculé ce score. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve ici, notamment avec les critères de sécurité et de compliance qui vont pouvoir vous intéresser. Donc ici, notre application est Microsoft Online Services. Et donc, ce qu'on va retrouver comme critères, ce sont est-ce que le modèle de gestion des identités sur cette application est basé sur les rôles, ce qui est bien sûr préconisé de manière générale. Est-ce qu'on a une fonctionnalité pour se rappeler du mot de passe? Est-ce que le certificat est valide? Est-ce qu'on a une politique de mot de passe qui est robuste? Est-ce qu'on a un système de classification des données? Est-ce qu'on a un système d'audit des utilisateurs, des admins et des données? Donc voilà, beaucoup de critères. De la même manière, on a la même chose avec la partie compliance pour tous les standards de sécurité et de réglementation, notamment américaine
auxquels vous pouvez être soumis. Et pour finir, on a d'autres standards d'un point de vue légal qui se basent beaucoup plus sur la donnée, comme les DMCA ou RGPD. Donc ceci, vous pouvez le modifier, en fait, cette manière d'évaluer le score, pour dire que, par exemple, lorsque il n'y a pas de HTTP Security Headers, eh bien, vous faites peser ce critère-là beaucoup plus que les autres, jusqu'à 8 fois plus que les autres. On peut faire ça pour absolument tous les critères, de telle sorte que, eh bien, si vous souhaitez être absolument compliant ISO 27001 avec l'utilisation d'applications tierces, eh bien, vous pouvez faire beaucoup plus peser ce critère-là pour ensuite faire baisser la note, ou bien, à contrario, la faire augmenter si vous ne prenez pas en compte certains critères. Je regarde juste exemple d'application avec des mots de passe, mais peu importe. C'est affiché de la même manière, mis à part que c'est jaune ou rouge, et qu'on retrouve bien sûr cette couleur jaune ou rouge ici, avec un résumé du trafic d'applications hautement risquées, donc avec un score très faible, ou des applications moyennement risquées avec un score moyen. Et donc ici, nous n'avons que des applications avec un faible risque, puisque le score est de 10 partout. Ce qui est très intéressant lorsque Cloud App Security est intégré avec Defender for Endpoint, c'est que si vous découvrez qu'une application avec un score de 1, par exemple, donc un score très très faible, est utilisée, eh bien, vous pouvez décider, si je retourne ici, d'associer un tag à cette application et vous la taguez comme étant unsanctioned. Et là, qu'est-ce que l'on me propose? Block app. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer cette application? Puisque lorsque je clique là-dessus, en réalité, l'agent sur les endpoints se met à jour et empêchera désormais les utilisateurs d'accéder à cette application. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant. Et donc, on peut, de manière générale, associer des tags custom aux diverses applications dans le but eh bien, de les gérer. Lorsqu'on découvre une nouvelle application, on va la traiter, l'évaluer, voir si on l'autorise ou non, et associer un tag en fonction. Et donc, l'autre tag est bien entendu de marquer l'application comme étant de confiance. Et dans ce cas-là, ça n'a pas d'impact au niveau de l'agent, comme pouvait avoir un impact ce bouton-là. Et on a ensuite quelque chose que je ne peux pas montrer. Si je clique sur cette application-là, je vais pouvoir avoir sur... Donc ça, c'est la même vue, en fait, mais uniquement dédiée à cette application. Et je vais pouvoir avoir un historique ici du trafic en fonction du temps. Et je vais pouvoir également me focaliser sur les utilisateurs, qui, je le rappelle, peuvent être anonymisés, pour voir lesquels ont le plus communiqué avec ces applications. Donc, par exemple, si vous utilisez l'application WeTransfer, et que vous voyez qu'un utilisateur a un trafic montant de plusieurs mégas ou plusieurs gigas vers WeTransfer, vous pouvez le contacter, lui dire que WeTransfer n'est pas autorisé dans le contexte de l'entreprise. Vous pouvez, comme je l'ai montré juste avant, bloquer l'application, taguer l'application pour qu'elle soit non trustée sans bloquer, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez décider que lorsque vous cliquez sur marquer cette application comme n'étant pas de confiance, vous pouvez décider de la laisser accessible, mais vous l'aurez néanmoins taguée. Donc voilà, on peut faire un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de vues ici qui sont toutes les mêmes, mais qui sont groupées par différents types d'informations, donc device, user, IP address, et également alerte. Et c'est donc l'opportunité de vous parler de la partie contrôle, puisqu'en fait, on va pouvoir définir un certain nombre de policies. Donc si je vais dans la partie template, ici, il y a des politiques qui sont déjà mises en place. Et ce que l'on a, c'est qu'on a une politique par exemple, donc on ne va pas du tout toutes les voir, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais créer une politique à partir de ce template-là, et cette politique s'appelle New Popular App. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette politique vous permet de créer une alerte lorsqu'une nouvelle application a été découverte dans votre organisation. Et dans la description, on nous dit que l'alerte est levée lorsque plus de 500 utilisateurs utilisent cette nouvelle application. Donc typiquement, si vous préconisez l'utilisation de Teams et que tous vos utilisateurs utilisent Zoom, que plus de 500 utilisateurs utilisent Zoom, vous pourrez, une alerte aurait été levée
et vous aurez dit, attention, Zoom est très utilisé dans votre environnement, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc ici, ce critère de 500, bien entendu, je peux le changer. Je peux décider que je considère une application comme étant nouvelle et populaire à partir de 100 utilisateurs. Ça dépend du contexte de mon organisation. Je peux également filtrer les applications. Par exemple, je vais décider d'exclure les applications en lesquelles j'ai confiance et n'exclure que celles que je n'ai pas taguées ou que celles que j'ai taguées comme n'étant pas de confiance. Je peux décider d'appliquer ça à toutes mes sources de données. Donc ici, ma seule source de données, ce sont les appareils embarqués sur Defender for Endpoint, ou bien je peux décider d'utiliser plusieurs sources de données au cas où je configure plusieurs sources de données comme un proxy et Defender for Endpoint. Et donc concernant l'alerte, je vais pouvoir avoir un système de notification, voilà, c'est classique, je vais pouvoir être capable d'utiliser Power Automate pour faire de la remédiation automatique. Néanmoins, la remédiation automatique est déjà intégrée et est spécifique à chaque type d'alerte, à chaque type de stratégie. Je peux décider de taguer l'application nouvellement détectée ici comme étant sanctioned, donc comme étant de confiance. La même chose comme étant de non-confiance. Et puis je peux décider d'appliquer un tag custom. Donc voilà, pour ça, on peut faire beaucoup de choses à partir de ces données de discovery. Et donc toutes ces vues-là, c'est un petit peu ce qu'on retrouvait tout à l'heure. Les informations restent les mêmes, les interfaces sont assez intuitives. Et on peut avoir ici voilà, la liste des utilisateurs en les classant par les utilisateurs qui uploadent le plus de données notamment. Donc tout ce qu'on vient de voir, c'était la partie Discovery. Je regarde rapidement l'heure, il est 11h33, donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour laisser place à des questions s'il y en a. Je vais juste passer rapidement donc sur la partie Investigate. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, la partie Investigate va consister au niveau de sa configuration, à collecter des données un petit peu de partout. À commencer par ActivityLog, où on voit ici que j'ai des données qui viennent de l'environnement cloud de Microsoft, et notamment Office 365. Comment est-ce que cela est possible? Eh bien, ça va être très simple. Je vois qu'ici, j'ai un onglet Connected Apps. Et ce que je peux faire, en fait, eh bien, si je clique ici, j'ai un ensemble d'applications qui sont pré-intégrables. De manière générale, on peut intégrer de nombreuses applications, mais celles-ci sont facilement intégrables, sont facilitées par Microsoft. Bon, moi, je n'en utilise aucune, donc j'ai seulement connecté Office et Azure. Ce qui me permet, du coup, d'avoir dans cette interface là, ActivityLog, l'ensemble des activités sur mon environnement Azure et sur mon environnement Office. Donc, dans l'environnement Office, on aura des choses comme des connexions, des modifications de règles Outlook, ce genre de choses, des choses sur des SharePoint, des OneDrive. Et concernant Azure, on va pouvoir collecter des informations du type tel administrateur a supprimé telle machine virtuelle ou a renommé telle machine virtuelle. Donc, on a vraiment l'historique des activités Azure liées aux ressources déployées sur Azure. Et donc, si j'avais intégré ici Defender for Identity, comme je l'ai présenté précédemment, on aurait également dans cette interface-là tous les logs remontés depuis l'Active Directory on-prem. Donc, on aurait par exemple, de la même manière qu'on a des tentatives d'authentification cloud, on aurait la liste des tentatives d'authentification on-prem. Et bien sûr, bien d'autres informations. Donc ensuite, on a une interface qui nous permet de nous focaliser sur les fichiers. Ça va être intéressant pour plusieurs raisons, puisque dans un premier temps, on va pouvoir voir quels fichiers ont été mis en quarantaine. Pour ça, alors je ne suis pas sûr d'en avoir. Oui, bon, mauvais exemple, puisque je n'en ai pas ici. Je n'ai pas la main sur ça dans l'environnement de démo. Je vais pouvoir voir autre chose. Ah, voilà, on peut voir les fichiers qui ont matché une policy, donc qui ont matché une règle de contrôle. Et il me semble que... Non, alors ça va être celle-ci. Oui.
Voilà, donc ici j'ai un petit fichier qui est en alerte, puisque ce fichier a matché une des policies que j'ai définies, donc ce fichier en fait est relié à une alerte. Donc c'est ça qui est intéressant et qu'on peut voir assez rapidement. Autre chose qui peut être intéressant et qu'il m'arrive de faire durant des audits, c'est que je me focalise sur le nom du fichier et je regarde si le fichier contient le mot-clé password, puisque les utilisateurs eh bien parfois créent des fichiers qui s'appellent password.xlsx et stockent à l'intérieur toute leur crédentité, comme on dit. Et finalement, une dernière chose qui est intéressante, c'est le champ Collaborators. Non, excusez-moi, ce n'est pas ce champ-là. Où est-il? Access Level, oui, pardon. Et donc en fait, Access Level, c'est la colonne qu'on voit ici, au final, en Collaborators. Et on peut regarder les fichiers qui sont publiquement cherchables sur Internet, publiquement accessibles sur Internet, qui sont partagés à des organisations externes, qui sont partagés en interne, ou qui sont uniquement privés. Et donc on peut monitorer comme ça les fichiers publiés, partagés à des personnes qui sont potentiellement de non-confiance. Et donc voilà, ici, avec cette vue-là, si je clique sur ce fichier, ça c'est un mauvais exemple, on va peut-être voir en interne, puisque ce sera la même vue de toute façon. Voilà, ici, on a 22 collaborateurs auxquels on a partagé ce fichier qui fait partie d'un SharePoint. Et donc, là-dedans, on pourrait également, si c'était le cas, avoir une liste d'utilisateurs externes auxquels ce fichier aurait été partagé. Donc, toujours intéressant à monitorer. Et bien entendu, on peut créer des politiques, des stratégies qui vont lever des alertes en fonction de ces critères-là. Ensuite, on a une vue qui va être très intéressante, qui est la vue utilisateur, ou compte pour les comptes de service. Et cette vue-là, on va faire une recherche que l'on fait en tant que SOC analyste, c'est qu'on va activer des filtres avancés et je vais regarder le champ Investigation Priority. Qu'est-ce que c'est que ce champ? En fait, lorsque des alertes sont remontées, eh bien, un utilisateur va voir son score d'investigation croître. Enfin, son score de priorité d'investigation croître. Donc ici, on voit que j'ai fait quelques actions suspectes avec demo user 1, et donc son score d'investigation est de 144. C'est le plus élevé, et donc vraisemblablement, je devrais me focaliser sur cet utilisateur pour réduire la menace, ou en tout cas analyser et mettre au clair ce qui s'est passé. Et donc si je clique dessus, je vais pouvoir cliquer ici sur View User Page. Ça va m'ouvrir un nouvel onglet, et donc je vais pouvoir accéder en quelque sorte au profil de l'utilisateur. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que récemment, cet utilisateur a été la source de plusieurs tentatives d'authentification suspectes. Alors ce ne sont pas celles d'aujourd'hui, puisque c'est avec l'autre utilisateur que je les ai réalisées. Mais on voit par exemple que j'ai une activité depuis une adresse IP Tor. Et là, peut-être que vous l'avez remarqué, mais bien sûr, ce que l'on voit ici, eh bien, c'est relié au service que j'ai présenté au début, à savoir Azure AD Identity Protection, qui permet de détecter les tentatives d'authentification réussies, mais suspectes. Et donc ces services s'entrecroisent pour produire ici une vue centralisée sur l'utilisateur. Alors, Security Configuration, je n'ai rien ici. C'est lorsque vous avez des ressources déployées sur Azure, vous retrouvez exactement les mêmes choses que Azure Security Center. Et enfin, nous avons les applications OAuth, donc toutes les applications enregistrées dans votre Azure AD. Donc, typiquement, si vous utilisez Cisco WebEx et que dans Cisco WebEx, vous utilisez Azure AD comme fournisseur d'identité pour vous y connecter, eh bien, c'est que vous avez enregistré Cisco WebEx dans votre Azure AD. Et nécessairement, Cisco WebEx va avoir besoin de certaines permissions pour pouvoir fonctionner proprement, à savoir l'adresse email des utilisateurs, leur nom, leur prénom, peut-être leur localisation, ou que sais-je d'autre. En tout cas, un certain nombre d'informations de l'AD. Et donc,
ces permissions sont plus ou moins élevées, bien entendu. Et donc, si je prends ici cette application-là, je vais avoir un résumé de toutes les permissions que cette application, enfin que l'on a autorisé cette application à avoir. Et notamment, qu'est-ce qu'on a de sensible ici? Pourquoi pas celle-ci? Cette application est autorisée à lire et écrire, donc à modifier les paramètres de Role-Based Access Control, donc les paramètres de gestion des rôles, dans Microsoft Intune. Ce qui peut être problématique ou non, puisque ça dépend entièrement de ce que l'on attend de l'application. Si on crée une application pour manager les utilisateurs de manière automatique, eh bien nécessairement cette application aura des permissions de lecture et d'écriture sur les profils utilisateurs. Mais ça permet d'avoir un aperçu assez rapidement et d'auditer ces applications-là. Bien sûr, encore un petit peu comme toutes les interfaces des filtres qu'on peut mettre ici. Et à nouveau, on a la possibilité de créer des policies pour, par exemple, détecter une application nouvellement enregistrée qui a des permissions hautes, pour détecter une application qui contient une permission en particulier. Donc, on peut faire beaucoup de choses à partir de tous les critères que l'on a ici. Alors, pour finir, dans la partie alerte, eh bien, c'est très simplement la liste des alertes. Et donc, si je vais sur quelque chose peut-être d'intéressant, Activity from Infrequent Country, si je vais là-dessus, on va avoir un certain nombre de détails. Donc, on retrouve les éléments principaux ici, avec le pays en question, l'adresse IP, l'utilisateur, l'application à laquelle l'utilisateur a essayé de se connecter. On a plusieurs options de résolution ici, et ce sont des options de résolution que l'on retrouve, si vous vous souvenez bien, dans Azure AD. En plus d'en rajouter certaines, mais on peut confirmer l'utilisateur comme étant compromis, bloquer son accès, ou ici encore lui demander de s'authentifier à nouveau. Et donc le résumé que l'on a ici nous dit que cette adresse IP est une adresse IP du navigateur Tor, que Office 365 est une application qui normalement n'est jamais utilisée par cet utilisateur. C'est aussi quelque chose d'important puisque l'attaquant cherchera bien sûr à accéder à un maximum d'informations, donc se connectera peut-être à des applications auxquelles en réalité, dans son travail quotidien, l'utilisateur ne se connectait jamais. Oui, device type également. Bon là c'est vraiment pour le POC puisque on a quand même beaucoup de choses qui sont très très suspectes. Une application auquel on n'accède jamais, un type de device auquel l'utilisateur n'accède jamais, un OS auquel l'utilisateur n'a pas l'habitude d'utiliser, pareil pour le user agent, ce qu'on a vu tout à l'heure, et finalement on a une petite indication qui se mappe sur le modèle Mitre et qui nous dit que ici c'est un accès initial puisque bien sûr nous avons l'événement d'authentification relié à cette alerte. Eh bien c'est tout, entre guillemets, c'est déjà beaucoup. Et donc, à nouveau, les licences qui nous concernent ici se situent en bas. Un petit commentaire tout de même, c'est que parmi ce qu'on a vu, on a plusieurs versions en réalité de Cloud App Security. La version la plus, celle que j'ai présentée, la plus étoffée, s'appelle Microsoft Cloud App Security. Il y a une version, la première Cloud App Security Discovery, qui embarque uniquement la partie Discovery. Et on a Office 365 Cloud App Security qui permet d'embarquer la partie Investigate, mais de manière très très restreinte par rapport à la version la plus aboutie. J'en ai terminé. Donc je vous remercie pour votre attention. Alors j'ai peut-être été un petit peu plus long que prévu. Je dirais qu'il nous reste un quart d'heure pour les questions et on pourra ensuite vous laisser aller manger. Et si de manière générale vous avez des questions, vous pouvez les adresser à Anthony Moïc, qui est notre directeur régional Bordeaux-Toulouse chez Med6, pour lui adresser ces problématiques et voir si Med6 serait en capacité d'y répondre ou non. Je vais laisser peut-être la parole à Claire qui pourra me donner les questions s'il y en a eu. Il y en a eu, je te confirme, merci beaucoup Clément. Alors du coup, je te pose les questions
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, hein, c'est encore possible pour le moment. Là, je vais te poser des questions. Du coup, alors là, il n'y a pas trop de contexte, donc j'espère que tu trouveras. C'est quelqu'un qui posait la question si le licensing était sur l'aspect conditionnel et si c'était en P1. Mais je crois que c'était assez tôt dans ta présentation. C'était il y a une heure. Alors oui, alors je crois que je suis pas sûr d'avoir complètement entendu la question, mais en tout cas, l'accès conditionnel est bien intégré. Alors, je vais remonter un petit peu plus haut. Oui, c'est ici. Donc, la fonctionnalité Conditional Access est bien intégrée dans Azure AD P1. Azure AD P1 lui-même qui est intégré dans les offres que l'on voit ici, à chaque fois qu'il y a écrit plan 1. La différence avec ce que j'ai présenté, c'est que, étant donné que j'étais en Azure AD P2 dans ce que j'ai présenté, on a le Conditional Access qui embarque également deux critères de plus, le Risky Users et Risky Signings. Mais autrement, le Conditional Access normal n'embarque pas ces deux critères, mais fonctionne comme je l'ai décrit. Super, merci Clément. Alors, une autre question, c'est peut-on bloquer un email ayant une entête identifiée ou liée à un sujet? Alors, de manière générale, oui, puisque ça peut se faire par des règles de routage email, mais directement dans Defender for Office, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que non. Je pense que non. Enfin, on a une fonctionnalité en fait dans la partie anti-spam, je vais y aller très très vite. Ici, dans la partie anti-spam, en inbound, si je ne me trompe pas, parce que avec la variété de choses que l'on trouve. Non, raté, ce n'était pas là. Je vais voir anti-phishing. Non, je crois que je dis des bêtises. En plus, j'étais en train de confondre avec une autre fonctionnalité de notre service Microsoft, où je pensais qu'on pouvait avoir des mots-clés bannis, des mots-clés spécifiques bannis, autant dans le sujet que dans le corps du message. Donc pour répondre à ce besoin-là, on peut passer par des règles de routage qui, lorsqu'elles lisent le sujet de l'email, bien le redirigent vers des endroits. Donc ça, c'est beaucoup plus partie administration Exchange que, pour être honnête, je maîtrise moins, donc je ne saurais pas dire comment l'implémenter, mais je sais que c'est possible et j'en ai déjà vu certaines. Je te laisse me donner d'autres questions. Je vais quand même vérifier d'autres paramètres pour cette question-là. Ouais, ça marche. Alors, il y a une dernière question qui est un peu plus complexe. Elle est en deux parties. Quand on bloque une application, peut-on afficher un message sur le périphérique quand celle-ci est bloquée pour en expliquer la raison? Et si oui, ce message peut-il être différent en fonction des applications? Oui et oui. Alors, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné dans Cloud App Security, c'est que, puisque c'est un petit peu complexe à rentrer en démo entre guillemets aussi courte, c'est que on peut bloquer l'application et on peut également dire à l'utilisateur que l'application n'est pas bloquée, mais qu'elle est monitorée, que son trafic est monitoré. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, alors en plus, j'aurais pas de. Je sais que cette chose-là n'est pas dans la doc Microsoft parce qu'elle est en preview depuis un bon petit moment, elle est seulement sur les forums, donc je ne saurais pas la retrouver de suite. Mais on a effectivement, dans tout le cas, la possibilité de bloquer l'application, de customiser un petit message, et si on ne la bloque pas, d'avoir une même interface. L'interface, ça va être un warning avec écrit votre entreprise est en train de monitorer cette application, souhaitez-vous continuer? L'utilisateur peut cliquer sur oui si l'application est simplement monitorée et l'utilisateur n'a aucune option si l'application est bloquée directement. Mais donc oui, c'est possible. Super. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Du coup, si c'est bon pour toi, Clément, on va pouvoir terminer ce webinaire. Ah si, bah, du coup j'ai trouvé. Mais non, en fait, ce c'est sont juste bon. des. Non, non, je confondais encore avec une fonctionnalité. Ce sont des mots sensibles déjà maintenus par Microsoft et on peut activer ça.
lorsque on veut marquer un email comme étant un spam. On ne peut pas personnaliser ce setting-là. Voilà tout. Ça marche. Merci beaucoup, Clément. Merci à beaucoup pour tous ta pour votre écoute. présentation. Merci Fabien aussi pour ton intervention au début du webinaire. Et merci à vous tous d'être venus, d'avoir assisté à ce webinaire. Il sera en replay, on vous enverra le lien quand on l'aura uploadé. Et on espère vous revoir à d'autres événements. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous. Très bonne journée, au revoir.